Bonjour à tous, aujourd'hui on passe en mode interview et j'ai invité Viviane Béchou qui va nous parler de son domaine d'application qui est la restauration et la conservation d'œuvres d'art et d'objets d'art, et on va voir quel peut être le lien qui est fait entre ce domaine et la bijouterie. Mon nom est Frédéric Aumance et je suis en charge des ateliers du bijou contemporain où vous pouvez suivre des formations à la bijouterie en ligne et en atelier à Bruxelles. C'est parti pour l'interview. Bonjour Viviane. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Je suis vraiment heureuse que tu m'aies invitée pour cette interview. Ça me permettra donc d'expliquer comment les techniques de la restauration, les techniques des moulages peuvent nourrir l'activité et la pratique d'une bijoutière. Super. Alors, j'ai peut-être envie, avant qu'on rentre dans les choses un petit peu techniques, de reparler un petit peu de comment on s'est rencontrés. En fait, à l'époque où moi j'ai commencé à donner mes cours en ligne en bijouterie, où il y a eu toute une conversion de toute une partie de mon activité que je faisais principalement à Bruxelles pour les cours de bijouterie. C'était à l'époque de tout ce qu'on a connu tous ensemble, donc la période du coronavirus, qui n'a pas eu que des effets négatifs sur nos activités. Donc on s'est rencontrés parce qu'on a pris une formation en ligne toutes les deux, Vivre de sa passion, Oui. De quelqu'un qui est basé en fait au Canada. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux en Belgique et qu'on avait la possibilité de se rencontrer. On nous encourageait à faire des binômes et donc on a suivi les encouragements et on s'est rencontrés d'abord par échange de messages, et puis après petit à petit on a demandé l'avis de l'une de l'autre sur ce qu'on avait envie de monter comme activité en ligne, et on s'est rendu compte que vraiment on accrochait au domaine de l'une et de l'autre. Moi en tant que créatrice de bijoux, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir toujours rester avec les yeux grands ouverts et vraiment la porte ouverte sur un maximum de techniques qui peuvent nous amener de la créativité en bijouterie. Donc pas se cantonner à ce qu'on nous apprend en bijouterie, mais vraiment rester des yeux grands ouverts, curieux par rapport à tout ce que peuvent nous apporter les domaines des arts appliqués à toutes les matières. Donc pour toi en particulier, c'est plus tout ce qu'on appelle les argiles. Oui. La porcelaine, la céramique, oui. Tous ces domaines-là. Tout à fait. Alors je vais brièvement expliquer comment je suis arrivée à me passionner de plus en plus pour le bijou contemporain. Au départ, je suis donc restauratrice de céramique et de verre. Dans cette activité, je me suis rendu compte que je travaillais énormément en solitaire, dans une pratique qui demande précision, concentration. Et finalement, un jour, l'école supérieure des arts Saint-Luc de Liège m'a contactée pour que je crée une option en restauration de céramique, option qui n'existait pas. Pourquoi ? Dans le passé, pour apprendre ce métier, il fallait obligatoirement, c'était préférable d'aller se former chez un artisan. Okay. On appelait ça la formation sur le tas. Mais il y a eu tellement d'erreurs faites au niveau des techniques de restauration qu'il a été décidé, du moins au niveau de la Belgique, de créer une formation poussée, je vais dire, pour que les restaurateurs soient à même de comprendre leurs gestes techniques. Et vraiment connaître les matières en fait et comment elles réagissent. Et... Oui. Au moment de la création d'abord, oui, et pas seulement de la partie restauration. Oui. Okay. Donc j'ai créé cette option, et vraiment il s'agissait d'oser franchir le pas, parce que j'étais un peu comme une pionnière. Et j'ai mis en place donc au départ une formation de 3 ans, baccalauréat, où les étudiants recevaient plutôt des connaissances de base de ce qu'était la céramique. Okay. Donc tout un cours sur la technique, la technologie.
ensuite, de fil en aiguille, la formation a, je vais dire, progressé, et dans le baccalauréat, nous sommes passés à 2 masters au niveau de la formation. Ça s'est assez bien développé. Et les 2 masters portaient sur 2 choses différentes, du coup, j'imagine? Il y avait une option restauration de céramique et de verre, et une autre option restauration de peinture de chevalet. Et puis avec le temps, moi je me suis intéressée aussi à la conservation, restauration. Ce sont les vrais termes d'objets contemporains ou d'œuvres d'art contemporaines faites à base de matières synthétiques, telles que les plastiques, les plexiglas, et aussi de matériaux composites. Oui, en fait, en avançant dans l'histoire de l'art, on peut se rendre compte que on n'a pas utilisé seulement les matières qu'on connaît de manière classique, mais les artistes plus contemporains ont commencé à utiliser des matières un petit peu justement qui sortaient des sentiers battus. Mais du coup, effectivement, quand derrière, il faut éventuellement aller faire une restauration ou faire en sorte que l'œuvre soit bien conservée, il faut aussi apprendre à connaître ces matières, comprendre comment elles réagissent et comprendre du coup comment on peut venir faire des réparations et faire en sorte qu'elles durent encore le plus longtemps possible. Oui, qu'elles soient pérennes. Et je me suis posé la question à un certain moment, comment se fait-il qu'après une formation de plasticienne, je vais dire, je me sois dirigée vers la restauration de céramique. Et en fait, je me suis replongée dans mon enfance. Quand j'avais 2 ans, je me souviens que j'étais près de mon père, près de mon papa, à l'établi, dans sa boulangerie-pâtisserie, et que je manipulais les pâtes. Okay. Et au moment de Saint-Nicolas, je manipulais des massepains. Et ensuite, aussi au moment de Saint-Nicolas, on coulait du chocolat chaud dans des moules en métal et déjà en plastique transparent. Alors là, il y a une vraie fascination qui s'est donc traduite plus tard par la pratique de la céramique. Donc c'est vraiment le moment où tu as un petit peu rencontré l'approche moulage qui permet justement à un enfant ou à quelqu'un qui est en période d'apprentissage de pouvoir obtenir des résultats qui peuvent être assez bluffants en fonction de l'utilisation d'un bon moule, l'utilisation d'une bonne technique pour pouvoir arriver à un résultat assez fin, assez détaillé. Oui, c'était donc on était déjà un peu, si on veut réfléchir aussi au fait qu'on est dans une démarche un peu de faire de la série. Oui. D'accord ? Alors, il y avait un autre élément qui m'a beaucoup influencée, c'est l'activité de maman, qui était couturière. Okay. Et là aussi, il y avait une fascination quand je la regardais coudre. J'étais vraiment interpellée par cette aiguille qu'elle enfilait dans le tissu et qui permettait d'assembler des pièces de tissu. Or, la restauration, c'est assembler aussi des fragments, les recoudre. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, les restaurateurs, on les appelait les couseurs de céramique. Donc, ces 2 approches m'ont, je vais employer le terme, façonné pour ce métier. La démarche de faire des petites pièces vient de mon expérience justement dans l'enseignement, où avec les étudiants, on devait faire des échantillons d'argile, les cuire, un peu observer la tenue au feu, la transformation des couleurs. Et un jour, en ouvrant le four, j'ai pris en main un échantillon et je l'ai trouvé beau. Et je l'ai posé comme ça sur mon épaule et je me suis dit ça ferait des beaux bijoux. D'où le goût pour le bijou contemporain est né de cette façon. Mais il me manquait justement la technique pour monter le bijou. Que ça ne soit pas simplement quelque chose d'artisanal, c'est pas péjoratif, mais il fallait
apporter une valeur ajoutée aux bijoux Oui. par une approche de technique finalement, ou de pratique de bijouterie. Okay. Voilà. Cela m'a donc permis d'envisager les fixations des bijoux d'une manière plus artistique, plus finie, plus raffinée. Voilà. Oui, vraiment, quand tu dis la notion de valeur ajoutée, de pas seulement avoir l'élément moulé, l'élément en céramique ou en porcelaine, mais vraiment de pouvoir lui apporter la touche bijou, la touche précieuse en fait. Oui, exactement. Okay. Ton expérience du bijou contemporain, pour l'instant, elle a souvent été accompagnée par des créateurs de bijoux en tant que tels, pour pouvoir faire les finitions des bijoux. Tu as eu l'occasion de participer déjà à l'une ou l'autre exposition sur des thématiques particulières? Oui, j'ai travaillé un certain moment avec une bijoutière qui m'a proposé de faire donc ce qu'on appelle aussi donc un travail à quatre mains. C'est Nadine Six et elle assurait donc la partie évidemment montage du bijou. Et l'objectif a été à une certaine période de travailler sur un thème assez délicat qui était la guerre 14-18, où il fallait au travers du bijou transcender cette guerre. Donc le défi n'était pas évident, il ne fallait pas tomber dans un côté larmoyant. C'est le pôle du bijou à Baccarat qui organisait une exposition en souvenir aussi des soldats qui étaient dans les tranchées et qui, avec le métal des obus, faisaient des bijoux, des bagues pour leurs femmes. Donc il y avait une démarche qui était en plus très émotionnelle. Ce sont souvent les enjeux du bijou contemporain, c'est que dans le domaine du bijou artisanal, on peut avoir des thématiques qui sont, je vais pas dire simples, mais qui peuvent rester à la portée de tout le monde. Dans le bijou contemporain, on parle plus de démarche artistique et vraiment de faire comme une forme de déclaration au travers de son bijou. Donc les sujets sont souvent un petit peu plus complexes à traiter, complexes à imaginer et aussi à développer pour en faire naître un bijou. Mais ce qui les rend aussi parfois, souvent même, assez passionnants parce que ça veut dire qu'on doit éventuellement faire des recherches sur les domaines sur lesquels on veut présenter, sur la thématique de l'appel à candidature. Ça nous amène parfois à aller assez loin, ce qui peut être assez intéressant. Bien sûr, par rapport à un domaine du bijou artisanal, où on va être plutôt dans une production de petites séries. Quand on parle de niveau artisanal, on ne parle pas de production industrielle. Donc, production de petites séries et de collections. On se doit parfois de rester aussi dans des thématiques qui touchent un maximum de monde. Dans le domaine du bijou d'auteur, bijou contemporain, bijou d'artiste, on va plutôt parler de pièces uniques et on va alors plutôt imaginer quelque chose qui soit vraiment une expression artistique à proprement parler, comme pourrait l'être une peinture ou une sculpture. On va aller toucher plus quelque chose d'émotionnel et de toucher plus au cœur des gens qui vont avoir l'occasion de voir le bijou, de découvrir le bijou. Alors en ce qui concerne les échantillons, je reviens un court instant donc à cette découverte. C'est que ça m'a permis également de nourrir mon goût de la recherche. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à pousser plus loin les investigations pour comprendre ce que c'est que la céramique, ses transformations par le feu, les possibilités de la décorer et aussi de réaliser des moulages, des prises d'empreintes, d'éléments qui me parlaient, que je voulais transposer dans le bijou. Okay.
Voilà, d'où développement aussi des techniques de moulage, de modelage. Ça m'a permis aussi de découvrir que d'autres corps de métier utilisaient des matériaux pour faire des moules, notamment en dentisterie. Les silicones se sont fort développés depuis tout un temps, mais il y a eu aussi la découverte des alginates. Au départ, les alginates dentaires, les latex, l'argile aussi permet de faire des empreintes, des petits moules, pour faire ce qu'on appelle aussi dans le métier des copies conformes. Donc cela permet de prendre des empreintes de textures diverses. On peut faire des empreintes de tissus, de coquillages, de tas d'éléments. Mais en particulier, ce qui me plaisait le plus, c'était le moule miniature. Parce qu'il est plus... L'idée de la taille petite, oui, petite, qui peut être portée. C'est un peu comme ce que moi j'ai connu dans mon parcours où j'ai un parcours où j'ai débuté avec du stylisme, donc plutôt dans le milieu de la mode, donc plutôt en grand format. Et petit à petit, je me suis rendu compte pendant ma formation que de manière naturelle, je me ramenais à des plus petits formats. Même quand je faisais des dessins de mode, j'allais pousser dans les détails sur les effets de matière, par exemple de lichen, d'écorce d'arbres, de peau, de cuir, toutes des matières qui en fait m'intéressaient beaucoup par le détail qu'elles pouvaient donner, la texture qu'elles pouvaient donner. Et en définitive, pendant cette formation dans le milieu de la mode, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus dans tous ces éléments-là, c'était le petit, le détail, la texture. Et moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée plus au domaine de la bijouterie. Ce que je trouve qui est intéressant dans la rencontre entre nous deux, c'est qu'on a pu justement, on avait toutes les deux ces envies sur les textures, les petits objets, les matières qui ont un rendu intéressant, qui peuvent nous rappeler des moments de l'enfance, des éléments naturels qu'on va aimer retrouver à des périodes de notre vie, simplement qui vont nous rappeler des choses qui sont parfois simplement positives pour nous, qu'on va pouvoir les transposer en les moulant, en imitant la texture, ou éventuellement, comme tu disais, plutôt l'idée de la copie conforme, mais d'un élément naturel. On ne parle pas ici de copier le travail de quelqu'un d'autre, mais vraiment revenir sur une texture existante, pouvoir la transposer dans un bijou et éventuellement la personnaliser en modifiant quelques petits éléments. Et ça, avec la technique du moulage qu'on a pu faire ensemble, on a décidé donc de tourner une formation ensemble en été 2021. On s'est enfermé entre guillemets dans l'atelier de Viviane pendant une semaine. Ça devait durer 2 jours, ça en a duré 5. Parce qu'on s'est un peu laissé embarquer et emballer par tout ce qu'on a fait. Et donc on a essayé de reprendre plusieurs techniques de moulage, mais des techniques qui permettent à un maximum de personnes de pouvoir tester avec ces techniques-là. Oui. On n'est pas dans un domaine où on va devoir être spécialiste quelque chose pour pouvoir y arriver. C'est vraiment l'idée de ce que moi j'aime bien enseigner à l'atelier ici à Bruxelles aussi. On ne doit pas être au niveau expert ou plus pour pouvoir arriver à un chouette résultat. Et donc je pense qu'avec les domaines qu'on a retenus dans les moulages qu'on a testés, donc avec l'élastomère de silicone, l'alginate, l'argile, on est arrivé à vraiment de très chouettes résultats. Et on a pu en fait les transformer assez facilement avec la technique de la cire perdue, donc avec de la cire qu'on utilise, la technique pour transformer ensuite en argent, en or, en laiton, dans le métal qu'on souhaite en fonction du résultat désiré. Et ça nous a permis vraiment on a fait une foule d'empreintes
On a testé tout ce qu'il y avait dans l'atelier de Viviane. Oui. Et ce que je voudrais ajouter, et là c'est le petit côté, je vais dire, qui m'intéresse aussi, c'est d'utiliser le mot exact pour parler d'un matériau ou d'une technique. Et au XVIe siècle, il y a un célèbre céramiste, Bernard Palissy, qui était pris aussi dans une passion du moulage. Et lui, il utilisait comme terme pour son travail la sculpture. C'est-à-dire que ces moulages prenaient d'une manière directe l'empreinte, par exemple, de crapauds morts, séchés. C'est un peu difficile d'imaginer qu'on puisse faire un tel moulage, mais c'était la passion aussi qui le conduisait pour connaître donc cette technique de reproduction. Et sur ces fameux plats qu'on appelle des rustiques figulines, on retrouve justement des petites empreintes de petits serpents, de crustacés, de coquillages, voilà. Alors ça s'appelle insculpture parce que on ne sculpte pas la forme. C'est une prise directe de la forme, je vais dire, et de la texture avec ces fameuses techniques. Et c'était fait en argile et son moule, ensuite il le cuisait pour l'avoir toujours à portée de main, justement pour pouvoir reproduire ces petits objets, je vais dire, empruntés à la nature. Bernard Palissy, donc ce céramiste, qui est bien connu d'ailleurs des céramistes contemporains, avait une obsession, c'était pour pouvoir cuire ces céramiques, d'atteindre vraiment la bonne température. À certains moments, il était un peu dans un état de panique parce qu'il n'avait plus assez de bois pour alimenter son four. Alors, ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est de désosser les meubles dans sa maison pour pouvoir mettre ce bois dans le four. Et il a poussé, je vais dire, l'audace, la passion, jusqu'à vraiment démonter tous les planchers de sa maison, ce qui a provoqué chez sa femme un désespoir extraordinaire. Et voilà, il est arrivé, il a réussi à avoir la température souhaitée, mais il n'y avait presque plus de bois dans la maison. La passion. La passion. La passion l'a consumé. Le feu de la passion. On essayera de trouver quelque chose pour illustrer justement ce dont tu parles. Oui. Et je pense que je vais aussi filmer éventuellement le petit élément. J'imagine que ce que tu portes aujourd'hui pour notre petite interview, c'est aussi une de tes petites créations, de tes expérimentations et observations. Oui, qui va donner naissance aussi je vais dire, à la confection de boutons, parce que le bouton, finalement, c'est un bijou qui est cousu. Voilà. Tu m'avais montré un très beau livre d'ailleurs que j'ai essayé de retrouver, mais apparemment il n'est plus, il est épuisé. Il n'y a plus de stock, et qui était seulement sur le domaine du bouton et qui avait l'air magnifique de variété de matières, de variété de sculpture de ces matières, de formats, Là c'est plus en lien avec le domaine de la mode que moi j'ai étudié précédemment, ou le domaine du textile. C'est aussi l'idée de comment est-ce qu'on peut utiliser le format bouton dans un vêtement, à savoir comment est-ce qu'on va allier les deux côtés d'un vêtement avec un bouton. Il y a aussi plein de manières possibles de l'imaginer, et rien que ça peut aussi déjà parfois faire un bijou. Les origines les plus éloignées du bijou, les premières, on parle souvent de broches de fibules qui servaient à fermer simplement un pan de tissu, un morceau de tissu sur les épaules pour éviter d'avoir froid. Donc je pense que ce qui est vraiment passionnant, c'est tout ce qui est lié comme ça d'une manière ou d'une autre, l'un à l'autre, et qui tisse un peu des liens entre nos différents métiers,
les approches qu'on a aussi de nos différents métiers. Moi, j'adore, comme toi, la partie expérimentation et observation. Oui. Ce qui m'a souvent amené à avoir des résultats qui parfois ne sont pas les résultats que j'ai dessinés sur papier et que j'ai imaginés, mais qui sont assez intéressants dans vraiment le cheminement pour arriver à un résultat. Et tout ce qu'on doit mettre en place, vraiment, c'est le système de essai-erreur. Et même s'il y a erreur, passer outre l'erreur et vraiment pouvoir continuer à expérimenter, ne pas se faire arrêter par cette notion de si on a fait une erreur, c'est mauvais, du coup on s'arrête. C'est vraiment continuer. L'erreur nous amène à trouver quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé autrement, passer au-delà et voir comment est-ce qu'on peut éviter de reproduire cette erreur. Toutes ces petites étapes-là, pour moi, sont vraiment intéressantes et primordiales dans la création de bijoux contemporains ou artisanaux d'ailleurs, pour avoir vraiment la possibilité de développer sa patte et son originalité. Alors si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ce qui parfois nous paraît dans un premier temps raté, si on laisse un peu de côté, par exemple, un échantillon ou un test, quelques jours ou quelques semaines après, le regard peut changer. Et on peut se dire, mais finalement, ce n'est pas raté. Ça a une certaine beauté, il y a une certaine esthétique dans ce test. Et ça m'est arrivé dernièrement d'aller chercher dans une boîte un échantillon et j'ai dit mais finalement il est beau, il me plaît bien. Il n'est pas si mal que ça. Voilà, il n'est pas si mal que ça. Oui, moi je dois dire que dans mon atelier j'ai pas mal de tiroirs remplis de plein de petits tests d'exploration, d'expérimentation et ça m'arrive de les ressortir pour montrer aux élèves un peu le cheminement pour arriver à un résultat ou parfois simplement des exemples de techniques. Et je les garde dans mes tiroirs. Pour moi, c'est tout aussi précieux que les bijoux terminés qui sont éventuellement prêts à être proposés à la vente ou en exposition et qui sont prêts à être présentés au monde, on va dire, entre guillemets. Tout ce qui est caché dans mes tiroirs, pour moi, est aussi important que tout ce qui a été terminé, fignolé. Un élément que j'aurais envie d'aborder avec Viviane éventuellement, ce serait l'aspect vraiment technique. C'est pas la chose la première dont on a envie d'entendre parler quand on expérimente et quand on découvre une technique artisanale. Mais je pense que c'est vraiment un point important quand on a envie d'amener sa pratique à chaque fois un pas plus loin. C'est d'observer, de prendre note, de vraiment faire comme une forme de fiche technique de ces observations pour pouvoir reprendre ces recherches et à chaque fois les amener un pas plus loin ou pouvoir reprendre au point où on l'a laissé et aussi passer à l'étape d'après. Je pense que c'est vraiment un point que toi tu apprécies beaucoup et qui fait que dans votre domaine, dans la conservation et dans la restauration d'œuvres d'art et d'objets d'art, c'est vraiment presque inscrit dans une forme de code de déontologie. C'est que pour pouvoir laisser à la personne suivante qui fera aussi un travail de restauration ou de conservation les éléments suffisants que pour pouvoir savoir ce qui a été utilisé pour la création, pour la restauration et pour d'autres restaurations après, c'est vraiment important d'avoir comme une forme d'historique de chaque pièce que vous restaurez. Oui, c'est vraiment fondamental dans la pratique de la conservation-restauration, c'est de laisser des traces pour les générations futures, justement, qui devront intervenir après nous. Donc nous devons faire des fiches de travail très poussées en nommant toutes même les noms scientifiques des produits utilisés. Alors ici, c'est une question de déontologie aussi. Nous ne pouvons pas travailler en pensant secret d'atelier. Cette période est révolue pour le moment. Donc dans l'atelier, justement, nous confectionnons tous ces petits moules. Il est impératif pour moi de noter
toutes les observations que nous avons faites au niveau de la manipulation des matériaux, des matières, pour voir s'il y a vraiment une adéquation entre le moule et la matière qu'on va déposer dans ce moule. Et Frédéric a parlé de la possibilité de couler de la cire, donc la technique de la cire perdue. Et là, comme nous amenons une matière qui est chaude, il faut voir que le moule résiste bien à cette chaleur. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres. Ce que je trouve particulièrement positif dans cette manière de penser, dans cette démarche, c'est que justement, il y a vraiment une transmission de savoir-faire, une transmission d'expertise qui a une valeur énorme parce qu'il y a la création de l'artiste ou de l'artisan au départ qui doit être respectée pour ce qui a été créé. Et puis à chaque intervention, il y a une forme de respect aussi, toujours sur le point de départ de la création et de ne pas transformer la création en quelque chose d'autre, mais vraiment d'apporter quelque chose qui va permettre de réparer et de revenir à un état le plus originel possible sur les éléments sur lesquels vous intervenez. Exactement. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que du coup, cet état d'esprit chez toi nous a permis de vraiment aller au fond des choses et d'avoir la possibilité de construire une formation en ligne qui est vraiment assez fouillée. Donc de comprendre pour chacune des techniques qu'on a choisies pour le moulage, de comprendre dans quel cas elle est pertinente, pour quel type d'objet, pour quel type de matière, dans quel cas est-ce qu'éventuellement on ne l'utiliserait pas, et aussi du coup de pouvoir un petit peu pousser plus loin et justement revenir au domaine. Autant on a fait des allers-retours entre le domaine céramique, restauration, conservation, la bijouterie appliquée surtout à la cire perdue, à la transformation en métal, autant on est revenu aussi au domaine de Viviane, qui va permettre aussi d'utiliser certains de ces moulages pour pouvoir, par exemple, faire la technique avec la porcelaine, qui va permettre de faire des prises d'empreintes aussi avec de la porcelaine. Et on a fait des tests aussi avec d'autres matières comme de la résine, du plâtre, donc de la porcelaine. Du béton. On a eu l'occasion de tester plein de choses qui nous ont donné des résultats à partir d'un seul type de moulage. On a essayé de le tester plus loin que juste pour la cire perdue, pour voir s'il pouvait nous amener de la pratique du moulage et des empreintes, mais dans d'autres matières que vraiment les matières classiques utilisées en bijouterie. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié dans ce qu'on a réussi à construire ensemble. D'accord. Alors moi, chez toi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu étais vraiment à l'affût de tas d'objets ou de matières à mouler. Oui, c'est vrai que... Les textiles, que je t'interromps, les textiles, les dentelles, les matériaux un peu, innovants, inattendus. Voilà. Qui sortent un peu du domaine qu'on imagine en bijouterie, on va dire. Exact. Ok. C'est mon petit côté... quand j'étais enfant, en fait, je faisais beaucoup d'observations de la nature. Mon passe-temps préféré, c'était construire des vivariums et des terrariums avec des petits insectes et tous les éléments qui pouvaient leur permettre de vivre dans leur terrarium ou leur vivarium pendant la période de mes vacances. Et à la fin des vacances, j'ouvrais tous les petits bocaux et je relâchais tout le monde. Et je leur disais à l'année prochaine. Non, c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire enfant et que je retrouve dans toute cette notion de texture et d'empreinte que j'adore. Ça, c'est super. Alors, comme tu parles de l'enfance, moi j'ai un souvenir qui n'est peut-être pas très heureux, quoique c'est qu'un jour de grand chagrin, maman a mis à ma disposition un grand bac en bois où il y avait de la terre du jardin et des petits moules en métal qu'elle avait pris à l'atelier de mon père, et en me disant de faire des petits gâteaux en terre.
Mais ce qui était un peu problématique, c'est que vu le chagrin, je pleurais au-dessus des moules. Alors ça donnait une espèce de pape un peu infâme, quoi. Mais ça m'a guéri après de ce chagrin. Donc maintenant, à l'atelier, quand je vais travailler, j'aime pas tellement ce mot, mais je suis vraiment dans un état de sérénité extraordinaire. Voilà. Ça, c'est quand on arrive à cet état-là dans nos activités, où on a vraiment des moments où on peut se consacrer à la partie vraiment la plus créative, parce que bien sûr, quand on est créateur, il y a aussi toute la partie qu'on aime moins, l'administration, la comptabilité, etc. Mais la partie vraiment où on peut créer à 200%, je crois que c'est la partie qu'on apprécie le plus chacun. Dans le même ordre d'idées que justement ce voyage entre nos deux domaines d'activité, on a à chaque fois essayé de voir si ça pouvait fonctionner dans le domaine de la bijouterie comme dans le domaine de la céramique, porcelaine. Et donc on s'est retrouvés par la force des choses, parce qu'on est curieuse et parce qu'on aime bien faire comme ça, à développer plus que ces moules pour l'application de la bijouterie à la cire perdue. Donc c'est clairement du début à la fin une formation en ligne qui fonctionne avec toutes les étapes nécessaires pour prendre une empreinte, prendre un moulage, le transformer avec la cire perdue et puis le transformer encore avec l'étape de la cire vers le métal. En tout cas, la cire et puis confier à un fondeur et travailler ce qu'on appelle faire de la reprise de fonte, donc avoir la fonte du fondeur et faire des finitions jusqu'à avoir un bijou fini. Mais par la force des choses, on s'est retrouvé à quand même encore un petit peu expérimenter, voir si ça pouvait pas fonctionner avec d'autres matières, d'autres domaines. Et donc on s'est dit que ça pouvait fonctionner aussi en tant que moule miniature, puisque c'est vraiment ton idée du moule miniature, c'est de pouvoir fonctionner aussi pour les petits objets mini-sculptures. Et de nouveau, comme on l'a expliqué, aussi avec différentes matières, pas seulement la cire perdue, mais les différentes matières dont on a déjà parlé, donc le plâtre, le béton, la porcelaine coulée ou estampée, aussi bien que l'argile, et éventuellement aussi la résine de type résine cristal. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Non. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit une formation qui va fonctionner, parce que toutes les premières étapes sont liées à une pratique sans cuisson à haute température, donc sans four de céramiste. Exact. Donc on peut éventuellement, si on passe par l'étape de l'argile, on peut envisager de le faire avec des argiles autodurcissantes qui sont plutôt utilisées dans le domaine du loisir créatif, qui vont être de qualité moindre que celles qu'on utilise dans les cuissons à haute température. On va avoir moins de finesse, mais qui permettent quand même d'arriver à des résultats assez sympathiques dans le domaine des petits objets mini-sculptures, bijoux. Exact. Plutôt, oui. On va dire, apparentés aux bijoux fantaisie. En fonction des matières, en définitive, qu'on va utiliser pour pouvoir faire la prise d'empreinte ou vraiment la couler, en fonction de la manière dont on va choisir de faire le tirage, on va pouvoir venir retoucher. Si c'est une matière qui reste souple, même après la prise d'empreinte ou la coulée, on va pouvoir venir éventuellement retoucher et vraiment personnaliser. C'est là que je parlais de personnalisation. On va pouvoir vraiment venir personnaliser une texture qui pourrait être un copier-coller d'un élément naturel dans la nature. On va pouvoir venir vraiment retoucher et venir faire vraiment quelque chose qui va être notre empreinte personnelle en définitive. D'accord, oui. Éventuellement encore quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non. Pour le moment, non. La pratique nous dira s'il y a des éléments nouveaux à ajouter, et surtout les personnes qui vont commencer à se former dans ces techniques vont aussi contribuer à l'évolution de cette technique.
Oui. par leur manipulation, par leur expérimentation. Mais ça, c'est vrai que c'est un aspect que on trouve très important sur notre plateforme, c'est que on invite régulièrement les élèves à participer à ce qu'on appelle une galerie photo des créations et des exercices des élèves, donc où on va pouvoir présenter les exercices ou les créations abouties, donc ou en cours de réalisation, ou vraiment déjà abouties, ce qu'on aura fait dans la technique enseignée. Ici le moulage, mais pour d'autres de nos cours, pour les poinçons, le filigrane, la fabrication de chaînes avec ou sans soudure, les textures directement sur le métal. Bref, tout un panel de techniques possibles. On va vraiment inviter chaque participant aux formations en ligne à partager leur cheminement, parce que ça va aider les uns et les autres. Donc, des personnes vont trouver dans le partage des photos du travail en progression des éléments à venir ajouter en fonction de leurs connaissances, des conseils à donner. Il y aura mes conseils, il y aura les conseils de Viviane quand c'est sur le moulage, d'autres professeurs que j'invite sur la plateforme en fonction des techniques enseignées. Mais pour moi, c'est vraiment important. C'est un peu comme un cercle vertueux. Chacun va amener ses éléments de progression. Qu'on soit à un stade vraiment très débutant ou à un stade déjà avancé, c'est pas ça qui importe pour moi. C'est vraiment le partage et pouvoir expérimenter, voir ce que chacun expérimente et que ça nourrisse les uns les autres la pratique de chacun en fait. Un point important encore pour la pratique qu'on essaye d'avoir avec vous, c'est quand vous venez en mode apprentissage, vous avez quelque chose à apporter à tous les stades. Et il y a ce que nous, on va vous apporter par rapport à nos connaissances, notre expérience déjà de X années. Il y a éventuellement votre approche avec ce que vous allez apporter aussi par rapport au fait que vous allez y aller de manière intuitive ou de manière spontanée, en ne pensant pas aux erreurs que vous pourriez faire parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Et c'est pas grave, c'est parfois cet aspect intuitif et spontané qui va faire qu'il y a des choses qui en résultent, que ce sont des choses auxquelles nous, on n'arriverait peut-être plus à notre stade parce qu'il y a des choses qu'on va se dire non, ça ne fonctionnera pas. Exact. Et du coup, parfois, on se retrouve avec des élèves qui spontanément vont faire un test et on se dit « Ah oui, mais quand même, quand on le fait avec tel aspect ou telle petite chose à mettre en place, oui, ça fonctionne. » Donc, je pense que vraiment, à tous les stades, c'est intéressant. Et on vous encourage vraiment à expérimenter, tester, expérimenter et vont en ressortir plein de choses. Et je pense que ça, c'est une étape aussi particulièrement importante. C'est que vous allez vraiment prendre ces techniques, les apprendre et au fur et à mesure que vous allez les pratiquer, vont en ressortir des choses qui sont votre pratique. On peut créer des bijoux de 1000 manières différentes. La bijouterie existe depuis tellement longtemps qu'il y a plein de possibilités. Il n'y a pas une seule possibilité. Et donc ça, c'est aussi une manière de découvrir plein de résultats. C'est vraiment d'expérimenter autant que vous pouvez. C'est l'idéal. Je suis contente de t'avoir reçu à l'atelier. Ça fait un petit temps qu'on a l'occasion de bavarder sur nos domaines, nos métiers. Et je suis vraiment très contente de cette rencontre. Et comme on l'a expliqué donc pendant la vidéo, on a décidé de monter une formation ensemble sur vraiment la pratique du moulage et des empreintes dans le domaine de la bijouterie. Donc on a essayé d'allier nos deux domaines pour vous proposer quelque chose qui vous permette de créer des éléments qui sont vraiment propres à votre univers, qui vont d'abord passer par la prise d'empreintes d'éléments existants et puis éventuellement pouvoir les modifier et en faire quelque chose de vraiment plus personnel. Donc si vous êtes intéressé par la partie vraiment formation en ligne complète, je vous invite à lire dans la description sous la vidéo. Ça se présente en formation en ligne, donc vous pouvez la suivre de partout et elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas.
à nous rejoindre et à plonger avec nous dans le bain de l'expérimentation. Voilà, j'espère que le sujet du jour vous a plu. À très bientôt Viviane. À très bientôt Frédéric. Et encore merci. Et merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Voilà. Si vous souhaitez recevoir d'autres tutos des ateliers du bijou contemporain, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de déposer éventuellement vos questions si vous en avez sous la vidéo, de mettre un pouce bleu et aussi de partager avec vos amis créateurs. À très bientôt pour de nouveaux tutos.